Zoom. Euh, Ah C'est non, bon. vous faites tout à partir d'un ordinateur, là? Ah, il a plus le son. Ah, parce que s'il Il a fait tout coupé à son partir son. d'un ordinateur, c'est bon. Il a coupé son son. Son. Oui, Ah, ça y est, c'est bon. Parce que maintenant, OK, vous pouvez lancer. ok, C'est bon, on peut lancer. c'est parti. Bonsoir à tous. Heureux de vous accueillir, heureux surtout de pouvoir accueillir. Bonjour Dominique qui me salue. C'est comme à la télé quand on dit bonjour maman, salut. Pardon, soyons sérieux. Il y a beaucoup d'amis qui nous attendent. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir notre éternel et grand fidèle ami Alain Provençal, ancien président, fondateur de notre association et grand spécialiste, s'il en est, des hypothèques. Il va nous parler avec humour comme toujours de l'hypothèque judiciaire provisoire et de la conciliation du prix d'adjudication. Ça, c'est quand même de la technique ciselée pour vrais spécialistes. Renouvelez-moi, mais pas trop vite. Alain, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président, et merci de votre aide technique. Effectivement, en raison de diverses contraintes, je n'ai pas été dans la possibilité de partager mon écran pour faire défiler le diaporama. Et c'est Jean-Michel Aucard, qui est l'homme à tout faire, en plus d'être notre président, qui va s'y coller. Alors, un hommage comme d'autres, mais moi je chante pas, à Barbara, pour titrer cette intervention Renouvelez-moi, mais pas trop vite. Il s'agit, et le sous-titre précise le titre, de l'hypothèque judiciaire provisoire et de la conciliation du prix. Pourquoi ce titre? Ben, tout simplement parce que l'article actuellement 2430, ancien 2435 du Code civil, comporte un dernier alinéa qui va servir de fondement à tout notre atelier. Le renouvellement est obligatoire dans le cas où l'inscription a produit son effet légal jusqu'au paiement ou à la conciliation du prix. Vous allez me dire, ce n'est pas spécifique à l'hypothèque provisoire. Effectivement. Mais ça s'applique aussi à elle. La nécessité de ce renouvellement est d'autant plus aiguë que l'hypothèque judiciaire provisoire elle-même a une durée de vie très courte, puisque l'article 532.7 du Code des procédures civiles d'exécution nous dit que la publicité provisoire conserve la sûreté pendant 3 ans. Heureusement, ouverture, elle peut être renouvelée pour la même durée. À noter il n'y a plus de discussion sur le fait que le nombre de renouvellements n'est pas limité. Dans ces conditions, par contre, si elle est limitée dans le temps, en plus, elle est provisoire, puisque son titre l'indique, et elle n'est pas destinée à être pérenne. Elle cesse de produire effet si dans un délai fixé par décret, elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive. Donc on est dans un transitoire qui doit être confirmé pour que les droits du créancier soient consolidés. Mais pour obtenir une inscription d'hypothèque définitive, faut-il encore un titre? On n'a pas d'hypothèque sans titre exécutoire, sauf quelques exceptions sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et cette inscription définitive pourrait être prise que si ce titre est obtenu par le créancier. Alors, soit, premier cas d'espèce qui est le plus court à traiter, il a déjà un titre qui, au besoin, comporte une sûreté sur un autre immeuble, il veut garantir sa créance sur un deuxième immeuble, il a donc un titre, il va prendre l'inscription en vertu de ce titre, et puis il va laisser un délai de contestation après une signification à son débiteur. Soit il est autorisé par le juge de l'exécution et il doit à ce moment-là, dans un certain délai, assigner son débiteur ou faire en sorte de faire les formalités nécessaires, suivant le cas, pour obtenir ce titre. Dans le cas général, il y a donc une assignation. Cette assignation, elle va être faite dans un certain délai, nous le verrons. Mais, quid, quand l'inscription définitive doit être prise,
et que l'immeuble n'appartient plus au débiteur. Celui-ci l'a donné, l'a vendu ou il en a été exproprié. En principe, donc, le nouveau propriétaire n'est pas le débiteur, et en vertu des règles de l'effet relatif de la publicité foncière, vous connaissez tous, en vertu des décrets du 4 janvier 1955 et de son décret d'application, aucun acte ne peut être publié si le titre du disposant dernier titulaire n'a pas été préalablement publié. Et le disposant dernier titulaire, ben, c'est celui dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint. Donc, c'est à vente, le droit est transféré. Il y a une autre condition, c'est que la définitive, une autre solution, pardon, c'est que la définitive, donc l'inscription elle-même, peut être remplacée par une autre formalité qui est prévue au Code de procédure civile d'exécution, si après la vente du bien, le prix en a été régulièrement versé pour être distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix, dans un délai de 2 mois prévu à l'article R 533-4. Donc, la problématique de la question initiale est la suivante. Comment un créancier titulaire d'une inscription d'hypothèque provisoire, qui n'a pas encore obtenu de titre permettant la conversion en hypothèque légale issue d'un jugement de condamnation, c'est-à-dire la définitive, alors que la vente du bien a eu lieu, doit-il procéder pour ne pas perdre son inscription? Alors, la réponse est en 4 temps. Les 4 temps, je sais que c'est un moteur actuellement très décrié, mais il faut quand même utiliser ces 4 temps pour faire nos 4 chapitres. Le renouvellement, la conversion en hypothèque définitive, l'effet, et là, il n'y a pas de thérapie de conversion, l'effet légal, la consignation. Donc, le renouvellement, tout d'abord. Merci, Président. Il est obligatoire pour conserver l'inscription. Mais jusqu'à quand? Il a été quelquefois prétendu que le renouvellement avait un effet jusqu'à la date de l'inscription initiale. Non, ce n'est pas la date de l'expiration de l'inscription originaire. La date retenue pour point de départ de délai, c'est celle de l'inscription définitive ou celle du renouvellement. Donc, se renouvelle, disons, un mois avant la date de l'inscription initiale, la date de fin d'effet de l'inscription initiale, eh ben, on perd un mois. Si on renouvelle 15 fois, on va perdre 15 fois un mois. Donc, ce n'est pas la date initiale, c'est la date à laquelle on prend le renouvellement. Il faut y faire très attention parce qu'il y a eu comme ça des responsabilités civiles pour des gens qui croyaient que l'inscription initiale, c'était la date qui était éternellement retenue. On a me connecter. Il m'a dit qu'il n'était pas connecté. Oui, il y a quelqu'un qui appelle. Bon. Donc, le renouvellement doit être requis au plus tard le jour d'expiration de l'inscription initiale. Alors, avant minuit, ça nous fait rigoler, compte tenu des heures d'ouverture de nos chers services. Et que même avec un huissier, vous pouvez faire un constat de la fermeture intempestive à 17h au lieu de 17h15, vous n'aurez pas gain de cause. Ce délai expire normalement un samedi, un dimanche, un jour férié. S'il expire, il est prorogé au premier jour suivant. Et cette prorogation est prévue spécialement par l'article 641 du CPC, puisque cette prorogation s'applique au délai dans lequel les inscriptions, ce qui est le cas, ou autres formalités de publicité doivent être opérées. Heureusement, parce que le dimanche, le SPF n'est pas forcément très ouvert. Alors, ce renouvellement n'est pas empêché par des événements qui arrêtent le cours des inscriptions. On doit viser là l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur, à condition que l'inscription provisoire soit valable, c'est-à-dire n'ait pas été prise pendant la période suspecte, auquel cas elle est inopposable à la procédure collective, et cela a été jugé par la Cour de cassation le 3 mai 2016, donc c'est relativement récent, même s'il y avait des arrêts antérieurs. Le créancier doit déclarer sa créance avec la sûreté, mais comme il est titulaire d'une sûreté, en vertu des dispositions actuelles du Code de commerce et d'un arrêt qui a été rendu déjà le 15 avril 2008, il faut que le mandataire appelle le créancier titulaire d'inscription provisoire
à déclarer. Ce renouvellement, donc, et par définition, n'est plus nécessaire lorsque l'hypothèque a été convertie en définitive. Bien entendu, le renouvellement n'est plus l'affaire si le bien est vendu, alors que l'hypothèque définitive n'a pas été prise. C'est la question, au fond, centrale de notre propos. Si le bien est vendu avant que la publicité n'ait accompli, le créancier titulaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Alors, on a consigné le montant de son inscription. On ne sait pas encore quel sera le montant exact reconnu en justice de sa créance. S'il justifie l'accomplissement de la publicité définitive ou de la formalité substitutive que nous avons vue et que nous allons revoir, cette part lui sera remise dans le bon acte concurrent de sa créance. À défaut, elle est remise au créancier en ordre de la recevoir ou au débiteur. Et donc, la règle de substitution, je vous rappelle, si après la vente du bien, le bien a été régulièrement versé par le distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre à la personne chargée de la répartition. Là encore, la personne chargée de la répartition, ça va nous poser une question, et cette signification se fera dans le délai de 2 mois, prévu à l'article R533-4. Donc, on a une hypothèque provisoire, éventuellement renouvelée, et pour transformer l'essai, il faut la conversion, comme on l'a dit, en hypothèque définitive. L'inscription définitive arrêtera le renouvellement d'un provisoire qui se transforme ainsi dans une autre hypothèque, qui est une hypothèque au fond légale, résultant du jugement de condamnation. Alors, pour obtenir la conversion, comme on l'avait dit en introduction, il faut obtenir un titre et dans un délai qui est de 2 mois de la signification de l'ordonnance d'autorisation du GEX. Attention, pas trop vite, car on n'a pas la possibilité d'agir avant que ce délai ne court. Un créancier qui avait voulu faire un peu de zèle s'était fait sanctionner par un arrêt du 16 janvier 2008 à la Cour de cassation. C'était un liquidateur judiciaire qui n'était pas content du jugement de condamnation, qu'il trouvait insatisfaisant. Donc, prise trop tôt, elle n'est pas valable. Il faut que le délai de 2 mois soit ouvert. Petite précision qui est assez intéressante, qui a fait l'objet de pas mal de commentaires, et notamment de membres éminents de notre association. Lorsqu'on a un projet de distribution qui est homologué par le GEX, à défaut de contestation, si la contestation est écartée, et que donc ce projet comporte le montant de la créance du titulaire de distribution d'hypothèque provisoire, ce projet ne vaut pas titre. Il ne faut pas se dispenser de l'obtention d'un titre devant la juridiction compétente pour permettre la conversion. La Cour de cassation, le 4 juin 2020, a été assez nette sur ce sujet, et vous trouverez les commentaires, ils sont cités là, de Christian Laporte dans la revue Procédure, de Stéphane Piedelièvre dans la revue du droit bancaire et financier, et enfin et surtout du président Frédéric Kieffer, dont le titre est savoureux, l'hypothèque judiciaire provisoire et distribution du prix de vente, homologué n'est pas titré. Contrairement à l'homologation d'une transaction qui valait titre exécutoire. Le créancier ayant obtenu sa décision, le créancier ayant obtenu sa décision de condamnation passée en force de chose jugée, c'est-à-dire non susceptible d'un recours ordinaire, ne confondons pas avec l'autorité de chose jugée comme souvent, doit prendre l'inscription définitive dans les 2 mois du jour où la décision est passée en force de jugée. Donc, dans les 2 mois après la signification sans appel ou après l'arrêt d'appel. Celui qui a un titre doit attendre la fin du délai de contestation, qui est d'1 mois de la signification de l'ordonnance, et à ce moment-là, ou la rejet de la contestation, et à ce moment-là, il a aussi le même délai de 2 mois pour prendre l'inscription.
Donc, c'était la diapo que vous voyez maintenant. Du jour où le titre constatant est placé en forme jugée, s'il y a un titre exécutoire du jour de la décision rejetant la contestation ou à défaut de contestation, et dernière précision, si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exéquatur du jour où la décision qu'il accorde est passée en force de chose juge. Donc, il faut une décision inattaquable, sauf par un recours extraordinaire. Et le créancier doit présenter tous les justificatifs pour permettre l'inscription au service de publicité foncière. Donc, l'hypothèque définitive, non plus que la provisoire, n'est pas gênée par l'ouverture d'une procédure collective. Elle va réagir à la date de la provisoire si celle-ci est antérieure à la cessation des paiements et donc à la période suspecte. Donc la Cour de cassation l'a précisé le 3 mai 2016, c'est l'arrêt qu'on a vu tout à l'heure. Alors, quelle est la durée de l'inscription définitive? Elle est fixée à l'article 2429 pour une durée de 10 ans. Toutefois, elle n'est pas nécessaire si la provisoire a produit son effet légal. Et si le prix est payé, il y a la règle de substitution, on l'a vu tout à l'heure, c'est la signification du titre au créancier. Alors, on a dit effet légal, c'est justement la partie suivante du propos. Si Monsieur le Président veut bien tourner la page. Non, pardon, j'avais encore une précision, c'est la querelle. La querelle, oui, oui, non, non, tu peux tourner la page, c'est moi qui suis allé trop vite sur les faits légaux. Tu peux tourner la diapo, s'il te plaît, merci. Je suis allé trop vite car je n'ai pas réglé la querelle. Quelle est la personne qui est chargée de la répartition du prix? Au cours de mes recherches, j'ai vu un éminent auteur contemporain, Frédéric Kieffer, qui, dans un blog qui date des années antérieures, 2019, quelque chose, dans lequel il dit que le répartiteur, celui qui distribue, c'est le séquestre. Or, moi, je pense que le séquestre, il est là pour délivrer ce qu'on va lui dire de délivrer. Ce n'est pas lui qui répartit, c'est lui qui paye. Le répartiteur, c'est celui qui décide de la répartition. En cas de vente amiable, ça sera le notaire. En cas de vente forcée, ça sera l'avocat du poursuivant, la distribution du prix. C'est ce que, d'ailleurs, décide dans la revue procédure notre ami Christian Laporte. La solution n'est pas neutre, car si vous faites la signification à la mauvaise personne, l'inscription provisoire va devenir caduque, faute de conversion, en vertu du titre exécutoire obtenu. À moins que vous ayez encore le délai que vous permettant de vous rattraper si vous êtes trompé. Alors, les séquestres n'étant pas le répartiteur, je choisirais moi, personnellement, la solution Laporte. Je suis désolé pour Frédéric Kieffer, mais il va se rattraper dans le chapitre suivant. Donc, l'effet légal. Donc, je vous rappelle l'article 2430. Il faut que l'hypothèque, pour ne pas être renouvelée, produise son effet légal et que le prix ait été consigné. Donc, nous sommes à l'effet légal. Et là, je rejoins cette fois-ci complètement Frédéric Kieffer, qui a fait la définition parfaite. L'effet légal est la transformation du droit du créancier d'un droit sur la chose en un droit sur le prix. Est-ce que la vente de l'immeuble à elle seule entraîne cette transformation? Que nenni. L'affirmation de la Cour d'appel qui disait que la vente suffisait a fait l'objet d'un arrêt sanglant de la Cour de cassation, publié au bulletin. L'arrêt retient qu'il ne peut être soutenu que l'effet légal de l'hypothèque inscrite par la banque X serait suspendu à la publication du jugement d'habilitation de l'immeuble des époux X. Donc l'arrêt dit que l'effet légal n'est pas suspendu à la publication. Cour de cassation constatant ainsi. Alors que la publication de la vente conditionne l'effet légal de l'hypothèque, la Cour d'appel a violé les textes susvisés et bande. Donc la vente de l'immeuble ne suffit pas. L'arrêt du 13 septembre le dit 6, et pour insister un peu, la même troisième chambre civile a répété la même solution dans son arrêt du 20 novembre 2012, dont vous aurez les références. Attention, là, on parle de la vente initiale, et notamment de la vente forcée sur adjudication. Mais en cas de surenchère ou de réitération des enchères, c'est la publication, s'il y a vente
sur surenchère ou réitération des enchères, c'est la publication de ce jugement-là qui produira l'effet légal. Donc, peut-être faut-il pas trop se précipiter non plus, à l'inverse du titre, pour ne pas renouveler. Il faut attendre justement le dernier jugement. Alors, l'effet légal dispense donc du renouvellement de l'inscription provisoire et de l'inscription définitive, mais l'effet légal ne suffit pas. En effet, qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où l'inscription provisoire a produit son effet légal, son renouvellement n'est pas nécessaire lorsque le prix a été consigné, la Cour d'appel n'a pas refus d'application du le texte visé. Pour que la fameuse transformation du droit de la chose en droit sur le prix s'opère, faut-il encore, et on n'a pas encore évoqué, mais il faut qu'un prix soit définitif. Et il faut que l'adjudicataire ait la libération de son immeuble. Pour que le report se fasse, il faut que la purge des hypothèques ait lieu. Car la purge, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Trois purges, ça fait beaucoup de bien, trois purges, comme dirait Molière. Purge conventionnelle d'abord, un accord entre toutes les parties, débiteurs compris, pour affecter le prix à chacun des créanciers en fonction de son rang et de sa créance reconnue. La purge est ainsi majoritairement utilisée dans les ventes amiables. Le vendeur peut librement refuser d'y participer. Cassation civile, 8 février 2008. En cas de désaccord, purge judiciaire. Alors, elle a été énormément simplifiée dans le texte actuel. Il suffit que l'acquéreur, dans le mois de la sommation de payer qui lui est faite, si ce n'est avant toute poursuite, offre son prix aux créanciers, lesquels ont ces fameux 40 jours que l'on retrouve dans la Bible à compter de la notification pour faire surenchère du dixième. Ensuite, la surenchère, où il n'y a pas de surenchère, on ne va pas, compte tenu du temps imparti, rentrer dans le détail. Et puis la purge légale, c'est-à-dire que le fait d'une adjudication, par exemple, en cas de saisie immobilière, et non pas en cas de citation, je le rappelle, que la vente soit amiable, autorisée ou sur adjudication, entraîne purge. La purge existe également légalement en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est prévu au Code de l'expropriation publique L222-2 et le prix, le transfert se fait sur le prix. Et également purge légale en cas de plan de cession d'entreprise à condition que le bien immeuble soit compris dans ce plan. 30 mars 2010, cassation commerciale. Donc on a purgé. C'est vendu, l'effet légal a eu lieu, mais on n'est pas encore en dispense de renouvellement parce qu'il y a un dernier point à régler qui va être la conciliation. Monsieur le dérouleur, Ah, mon appareil ne veut plus dérouler. l'appareil ne peut plus dérouler. Mais Si, c'est parti. voilà, alors la purge, avant de finir avec la purge, puisqu'on est dans l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, vous dites, oui, ben la purge, elle vaut pour les hypothèques définitives, mais celle-là, elle est un peu bâtarde, elle est provisoire, elle est intérimaire. Eh bien, on peut purger aussi, R532.8 du CPCE, si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et conciliations. Alors, on verra ce qu'est la conciliation ci-après, comme je l'ai annoncé un peu rapidement. Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. À défaut, elle est remise au créancier en ordre de la recevoir ou au débiteur. Donc, conciliation. Ça, c'est un mot qui me déplaît forcément, puisque nous avons été pendant quelques mois consignés récemment, et on a tous un mauvais souvenir, et on a tous beaucoup souffert. Mais restons dans notre sujet. Le renouvellement n'est plus requis en cas de vente. Mais il faut un peu plus que la vente, il faut déjà qu'elle soit publiée, l'effet légal à jouer. Encore faut-il que le prix soit payé
Mais alors, à ce moment-là, qu'il soit payé aux créanciers dans leur ordre, il y aura une purge conventionnelle, une répartition avec l'accord du vendeur, débiteur, du vendeur et euh, répartition par le notaire, pardon, ou consignée. Alors, la consignation, elle est légalement prévue à l'article 322.12 en matière d'adjudication sur ces immobilières et à l'article R. 322.56 du Code des procédures civiles d'exécution. C'est un dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Alors, celle-ci, elle a été créée pour ça, il y a fort longtemps, et elle est incluse, sa vertu conciliatrice est incluse dans l'article L518 -2 alinéa 2 du Code monétaire et financier. Attention, un simple dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ne suffit pas. Par exemple, le versement par le notaire du prix. Les notaires ont un compte, qui est le compte d'études à la Caisse. Le simple versement à son compte, le compte de notaire, ne vaut pas consignation. Un notaire qui avait payé au mépris d'une hypothèque judiciaire provisoire le vendeur, à partir de son compte, a été déclaré responsable à l'égard du créancier le 30 septembre 2008 par la troisième chambre civile. Il faut que le notaire sorte de son compte études pour mettre dans un compte consignation. À ce moment-là, il va y avoir effectivement la possibilité, en cas de purge judiciaire, d'offrir le prix, de permettre la surenchère, qu'elle se fasse ou non, et ensuite de distribuer. De même, dans une liquidation judiciaire, le versement par le liquidateur judiciaire du prix reçu à son compte de liquidation judiciaire à la Caisse des dépôts, qui est obligatoire, ne vaut pas consignation. En cas de plan de cession qui ne comprend pas le bien immeuble, il faudra renouveler puisqu'il n'y a pas de purge, comme le cas est lorsque le plan de cession comprend l'immeuble. Mais de toute façon, le liquidateur devra aussi là mettre, en cas de vente amiable, hein, pas la vente sur liquidation judiciaire, en cas de vente amiable, il devra mettre sur un compte spécial à laquelle il y a des précautions, et même en cas de liquidation, de vente judiciaire, puisque vous savez que maintenant, tant que le prix n'est pas distribué, les fonds reviennent au liquidateur en cas de vente. Alors, consignation à la CDC, pas de problème. Sur licitation, pas de problème pour la vente volontaire. Sur licitation, ben, normalement, il y a un notaire liquidateur qui a été désigné. Donc, le notaire liquidateur va réclamer les fonds. Je pense qu'il appartient à l'avocat, même s'il s'adresse à un officier ministériel, et peut-être parce qu'il s'adresse à un notaire, de signaler l'existence des créanciers inscrits, la nécessité de purger, de consigner pour répartir. Il est l'avocat du créancier titulaire d'inscription d'hypothèque provisoire, qui est ou pas devenue définitive, ou qui va faire l'objet de la signification au répartiteur. Je pense qu'il est dans le devoir par rapport à son client et à sa propre responsabilité d'avocat poursuivant de signaler en envoyant le prix au notaire, s'il y a les inscriptions, c'est nécessité de purge et de répartition. Alors, en cas d'adjudication sur ces immobilières, là, il y a un bémol sur l'histoire de la Caisse des dépôts. Nous avons en fait, et je crois que Jean-Michel Aucard est un des grands participants, sinon le principal, un cahier des conditions de vente, qui a été depuis amendé, modernisé. Et je n'injurerai personne en disant que Dominique de Ginesté, qui nous écoute, en a eu sa grande part, avec Frédéric Kieffer et d'autres. On ne va pas défiler toute la PPE parce qu'elle est toujours partout, et c'est heureux pour nous. Il existe donc ce cahier des conditions de vente, qui est une annexe du règlement intérieur national et qui prévoit sur l'article 15 le versement du prix entre les mains du séquestre désigné, qui est le bâtonnier. Certains barreaux ont remplacé bâtonnier par CARPA, mais le bâtonnier est responsable. Il est d'ailleurs souvent président de la CARPA ou il a un délégué qui est président de la CARPA. Or, le même règlement intérieur, dans son article 13, dit les fonds à provenir de la banque décidée par le juge d'exécution seront séquestrés entre les mains du bâtonnier pour être distribués entre les créanciers visés à l'article L331 du Code des procédures civiles d'exécution. Donc, on marque bien le coup. Dans ce cas-là, il n'y a pas de créancier. Question, ce séquestre a-t-il même la même valeur que la conciliation? Alors, un très ancien arrêt, pour vous qui êtes jeune, de la deuxième chambre du 8 janvier 80, avait répondu oui.
La Cour de cassation avait dit la séquestre vaut conciliation. Depuis, et c'est relaté par l'auteur du Juris classeur procédure civile immobilière le plus récent, Alain Coulot, dans Audience d'orientation réalisation de la vente, il y avait beaucoup de gens contestés, et il y a eu aussi des cours d'appel qui ont contesté, et des juges d'exécution, et que ce qu'est vraie conciliation. Sauf que, en 2019, une décision du Conseil national des barreaux, la dernière en date, qui a validé le cahier des conditions de vente et son annexe, il était publié au JO. Ce qui veut dire que comme le Conseil national des barreaux s'est vu confier par l'État l'unification des règles et usages de la profession d'avocat, inscrit dans la loi du 31 décembre 1971, à son article 21.1, ces décisions sont non seulement légitimes, mais réglementaires. Donc la loi, au sens large du terme, nous permet de considérer que le séquestre vaut conciliation. Donc, une inscription dûment renouvelée s'il fallait le faire. Une inscription dûment suivie d'une hypothèque définitive ou d'une signification au répartiteur. Une inscription qui a produit son effet légal pour la vente, par la vente et par la publication de la vente va aboutir ainsi, si le prix est suffisant, parce que ça dépend du rang du créancier, à son règlement. Tout cela pour aboutir à quelques conseils de base qui sont un peu basiques. Je suis désolé, je ne m'adresse pas à des étudiants, mais à des gens de grande qualité. D'abord, l'avocat du créancier, c'est le premier concerné. Il a effectué l'inscription d'hypothèque provisoire, il faut qu'il surveille les délais. Délai de contestation, délai pour assigner au fond, délai pour signifier le titre, délai pour prendre l'inscription définitive ou son substitut qui est la signification au répartiteur, surveiller le paiement du prix ou sa conciliation. Sinon, il n'y a pas de possibilité de ne pas renouveler. Surveiller le paiement du prix, surveiller sa surenchère ou réitération des enchères et leur sort. Ça peut être aussi abandonné ou invalidé, ou celui contre lequel on réitère les enchères, c'est-à-dire l'adjudicataire défaillant, paye avec tout ce qu'il doit payer, comme le CPCE le prévoit. Donc, signifier son titre exécutoire, assigner en paiement, tout ça, renouveler, bien marquer les renouvellements dans les 3 ans, peut-être un peu à l'avance quand même, et après, prendre l'inscription définitive. L'avocat d'adjudicataire, il faut qu'il avertisse son client d'avoir à payer le prix, les frais et les émoluments entre les mains du séquestre et solliciter, alors les émoluments c'est le poursuivant, et solliciter, alors il a intérêt, s'il veut libérer son immeuble, ce n'est pas obligatoire, mais c'est la possibilité, on est donnée par le CPCE, possibilité que beaucoup de GEC sont transformés en obligations en refusant la radiation dans les projets de modulation de distribution, mais ils ne peuvent le faire, le refus, dans les exécutions judiciaires, puisque la loi le prévoit. Donc, solliciter la radiation des inscriptions de manière à libérer l'immeuble, quitte à réclamer, alors ça c'est une question qui se pose dans toutes les commissions séquestre, éducation de tous les barreaux ou réunions de barreaux, comme la BIF en Ile-de-France, quitte à réclamer l'insertion des frais de radiation dans le projet de distribution. Alors ça va être, je vous donne l'expérience, l'attitude, disons, qu'on a adoptée dans notre barreau, c'est qu'on on calcule. Grosso modo, tout le monde sait à peu près combien on perd ces frais de radiation, avec une petite attention particulière quand c'est une inscription du Trésor, puisqu'ils sont beaucoup plus élevés, le Trésor n'ayant pas payé la taxe, donc la contribution. Donc, et on réserve, quand il y a eu l'homologation, on réserve une somme suffisante pour la radiation, et quand la radiation a eu lieu, sur facture, on rembourse à celui qui est l'avocat éducataire qui a fait la radiation, qui c'est lui. Pour l'avocat du vendeur, qui est donc l'avocat du débiteur, il a intérêt à consentir à la purge, alors à moins qu'il soit un contestataire né, des gens qui alimentent les avocats, tant mieux pour nous, mais
Ce n'est pas toujours très simple de multiplier les contentieux. Afin d'éviter ces frais de purge, il faudra consentir à la radiation afin d'opérer le projet de distribution plus tôt. C'est-à-dire que si le créancier ne bouge pas, le débiteur peut ouvrir la procédure de distribution et son avocat a intérêt à le lui conseiller de manière à satisfaire ses créanciers. Alors je sais bien qu'il y a un texte, je n'ai pas en tête le numéro, mais vous le savez vous par cœur, qui dit qu'au bout de 6 mois, les intérêts ne courent plus. Mais quand même. Et il faut qu'il surveille surtout si le créancier a respecté ses délais et pris l'inscription définitive ou signifiée au répartiteur, car il peut faire tomber l'inscription initiale. Tout autre créancier peut le faire aussi, je rajoute, de manière à gagner un rang, par exemple. Et on a vu un notaire se dégager d'une responsabilité civile pour avoir payé le vendeur sans payer le titulaire d'inscription, parce que ce notaire a été assez malin, en tout cas son avocat, je suppose, ou l'avocat de l'assureur, il est allé chercher, il a demandé toute la procédure, et il a vu que les délais n'étaient pas respectés. Et donc l'inscription provisoire était caduque, et l'inscription définitive n'a été qu'une inscription de l'article 2401. C'est une inscription judiciaire sur jugement de condamnation, légale sur jugement de condamnation. Et donc, ça ne fait pas du tout le même rang. Voilà, donc, on disait renouveler, mais pas trop vite, mais pas trop longtemps non plus, faut-il rajouter. Je vous remercie. Bravo. Merci Merci Alain. Alain. Merci Alain de nous avoir fait rentrer dans toutes ces arcanes techniques qui ont suscité, je crois l'avoir vu, quelques questions. Et Oui. Michel, est-ce que tu peux évoquer ces questions pour compléter ce que nous a enseigné notre maître à tous, Alain? Alors Non, mais rien du tout. nous avons beaucoup de questions de Frédéric Kiffer, mais la première question, c'est Anne-Isabelle qui l'a posée. Frédéric y a répondu, donc je passe peut-être la parole d'abord à Anne-Isabelle. Anne-Isabelle, tu nous entends? Oui, Ton oui, micro. oui, je suis là. Non, Frédéric a répondu, c'est parfait, merci. Et on peut peut-être en faire profiter à nos petits camarades. Alors, on va peut-être passer la parole à Frédéric qui a donné la réponse. Frédéric Kiffer, pas de micro. Allô, allô? Si Fred n'a pas de micro, on va être embêté parce que c'est lui le principal contributeur Eh au ben, chat. je vais lire la réponse. Anne-Isabelle, ce sont deux hypothèques qui n'ont pas la même source. Si tu as pris une inscription judiciaire provisoire, tu ne peux la convertir en une hypothèque judiciaire définitive que lorsque tu auras une décision passée en force de chose jugée. C'est ce que j'ai dit. Donc, qui n'est pas susceptible d'une voie de recours ordinaire. Même si la décision est exécutoire de plein droit, elle n'aura force de chose jugée que lorsqu'elle ne sera plus susceptible d'appel ou d'opposition. Oui. Donc, elle sera Quant à l'hypothèque, je continue la réponse de Frédéric, quant à l'hypothèque légale attachée au jugement de condamnation, elle peut être inscrite immédiatement, que la décision soit provisoire ou pas, signifiée ou pas. Donc, ce n'est pas la même chose. La 2420, ce n'est pas la même chose que la provisoire devenue définitive. Si tu as une hypothèque judiciaire provisoire et que tu veux prendre une légale en vertu de l'article 2401, comme je le disais, tu peux, mais la légale prendra rang à la date de son inscription sans rétroagir à la date de la provision. Bon, je crois qu'on a répondu dans le propos parce que la Oui, question était anticipée en fait. oui, Alors, merci. Frédéric Kiffer, l'avocat chargé de la distribution des répartitions, ben, c'est lui qui fait le projet de distribution. Alors c'est vrai qu'il ne fait pas le mouvement de transfert de fonds. Il va demander au séquestre de payer un tel en fonction du projet qui est homologué par le juge. Alors on peut dire qu'il y a trois répartiteurs. Il y a celui qui fait le projet, il y a celui qui homologue et il y a celui qui paye. Si on y va comme ça. Le mot répartiteur n'est jamais utilisé, c'est vrai. C'est pourquoi je pense que la signification du titre doit être effectuée entre les mains de celui qui détient les fonds. Car une fois le titre à lui signifié, l'avocat chargé de la distribution ne sera pas fondé à exiger du séquestre de libérer les fonds, me semble-t-il. Donc le débat rebondit entre la théorie d'Apporte et la théorie qui fait. Est-ce que c'est le séquestre qui est considéré comme la personne chargée de la répartition? Ça se tient, même si moi j'avais choisi l'autre, mais on peut toujours revenir sur les erreurs si on n'est pas complètement idiot. Mais je pense que celui chargé de la répartition, il va tenir compte d'un projet homologué. Et peut-être que la signification interviendra
Après, à ce moment-là, effectivement, c'est le séquestre qui doit être destinataire. Mais si le projet n'est pas fait ou en cours d'être fait, puisqu'il faut appeler les créanciers à redéclarer leur créance au cours de la procédure de distribution, si je ne m'abuse, on peut à ce moment-là signifier à l'avocat poursuivant qu'il l'inclura dans le projet de répartition. Et à ce moment-là, il y aura un substitut de l'hypothèque légale, donc l'hypothèque définitive, qui sera la signification à l'avocat. Le séquestre, lui, qu'est-ce qu'il fera? Il fera ce que lui dit le projet de distribution homologué, qui devient une ordonnance du juge d'exécution, et dans lequel il sera compris la créance définitive par une décision passée en force de chose jugée du créancier, entre guillemets, provisoire. Et cette Donc, question est ancienne, puisque dès que la réforme est arrivée, on avait vu que la loi prévoyait une rémunération du séquestre. oui, Et on s'est tous dit, la rémunération du séquestre, bah alors c'est celle de l'avocat. Et on va pouvoir se faire payer. Et puis la Cour de cassation nous a dit, non, non, l'avocat, il a droit à rien, des honoraires de son client à la rigueur. Le séquestre, c'est pas l'avocat. alors, je complète, Michel. Le séquestre est payé, mais pas en cas de saisie immobilière. C'est le premier article de la procédure de distribution. C'est en dehors de toute adjudication, il peut y avoir un séquestre qui, lui, est rémunéré. Et c'était ça la justice. L'avocat, il n'est pas séquestre. D'abord, c'est le bâtonnier ou la carpa. Donc, il est pas, non seulement il n'est pas rémunéré, mais il doit des intérêts en plus, en vertu du règlement international, pour s'aligner sur les notaires. Cette genèse, je ne vais pas la raconter à Jean-Michel, qui la connaît mieux que moi, ou à d'autres. Donc, c'est la distribution en dehors de la saisie immobilière où il y avait un séquestre qui, lui, parce qu'il n'est pas avocat ou il n'est pas notaire, il peut demander des sous. Donc voilà, on va passer peut-être à d'autres questions. Oui, alors j'ai Autre l'impression question. que Frédéric Kiffer nous a quittés. Je ne sais pas si Cyrielle peut me le confirmer, parce que je ne vois plus dans la liste des participants. En tout cas, il a posé une autre question. Qu'est-ce qui se passe si on inscrit une hypothèque définitive en vertu d'un arrêt de la Cour qui est ultérieurement cassé avec renvoi devant la Cour de renvoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? On se Pardon. retrouve en l'état Il du est, il jugement est de bien première là. instance dont appel, et il faudra à ce moment-là que l'inscription définitive prise en vertu de l'arrêt cassé est inexistante, forcément. Il faudra espérer qu'on est encore que l'on soit, pardon, encore dans les délais pour renouveler la provisoire si nécessaire. Et c'est la suite de la procédure. Oui, mais le SPF, lui, n'est pas au courant de la cassation. Le Le SBF, SPF n'est pas au courant de la cassation. Bon, si on a la chance d'avoir un arrêt de la Cour de renvoi qui est conforme au premier arrêt, on peut se dire, bah, je le mentionne en marge de mon hypothèque, mais c'est non, bancal. non, non, il n'y a rien à faire. Le SPF, on laisse ça tranquille pour l'instant, on verra plus tard. Et il Mais l'apprendra s'il y a à nouveau une condamnation qui confirme le jugement de première instance. Il faudra reprendre une hypothèque en vertu de Non, mais ce attendez. deuxième arrêt, oui, car mais le premier La question est la suivante, est pardonnez-moi. inexistant en droit. non, Vous avez Frédéric, un titre, vous avez un arrêt d'appel. La circonstance est la suivante. Il y a un arrêt d'appel, par exemple, qui a condamné le débiteur. En vertu de cela, l'inscription définitive ou son substitut est prise. Donc, il y a une inscription légale en vertu d'une décision de condamnation qui se substitue à la provisoire. À partir de là, et sous réserve, puisque l'effet légal nécessite quand même la publication de la vente et la consignation du prix, une fois que tout ça est accompli, il n'y a plus à renouveler la provisoire. Entre-temps arrive un arrêt de cassation. Mais si la cour de cassation casse, c'est qu'elle n'est pas d'accord avec la cour d'appel qui a jugé qu'il y avait condamnation nécessaire du débiteur. Ce qui veut dire qu'elle renvoie devant une cour d'appel qui a deux solutions, ou elle confirme condamnation et il n'y a rien à faire, l'hypothèque demeure valable, ou elle a émis la condamnation, et à ce moment-là, elle va demander la radiation. Mais ce n'est pas une hypothèque provisoire puisqu'il n'y a pas de créance. Je ne sais pas la Il y si... a question, aussi la réponse intermédiaire. L'arrêt de la Cour condamne à 200 000 et l'arrêt de la Cour de renvoi condamne à 100 000 Ben, seulement. elle sera valable pour la différence. Ah non, elle n'a pas été prise en vertu du bon arrêt. Et voilà, c'est une vraie Oui, question. ce que ah, dit mais ce Ah que non, non, il a disait, été Ça ne cassé. fait rien. Ça fait rien. Il y a une réduction à ce moment-là. La Ah Cour de non, renvoi, là, ce, si le débiteur
est bien conseillé. Quand il va, après cassation, aller devant la cour de renvoi, il sait qu'il y a une hypothèque définitive de 500 000. Il va demander, un, d'annuler la condamnation, affirmation totale, subsidiairement, s'il y a des arguments assez suffisants pour consacrer une créance, dire qu'elle ne vaut que 200 000, et demander la réduction de l'hypothèque à ce montant. Et à ce moment-là, en appliquant l'arrêt de la Cour d'appel, le SPF il va publier l'arrêt et ils vont diminuer l'hypothèque à 200 000 au lieu de 500. En pratique, il est vrai que le débiteur qui veut faire sauter l'hypothèque doit saisir le juge au fond, que Ah sa oui, procédure va durer encore plus longtemps que la procédure devant les cours de renvoi, ah oui. et qu'on aura le temps de voir d'ici là ce qui s'est passé. J'ai On risque de le voir j'ai à un la avis différent, hein. J'ai un avis Ah. différent Oui. parce que pour ma part, au contraire, si j'étais côté débiteur, je ne dirais rien devant la cour de renvoi parce que je pense, tout comme Jean-Michel, que le premier arrêt ayant été cassé, l'inscription définitive n'est plus valable. Le SPF n'est pas là, lui, pour apprécier à ce moment-là ce qu'il en est. Il n'a pas besoin d'avoir connaissance du pourvoi et du résultat du pourvoi. Mais par contre, le créancier qui obtiendrait de nouveau satisfaction devant la cour d'appel doit, à mon avis, recommencer la conversion définitive en faisant état du nouvel arrêt, auquel il pourra joindre d'ailleurs l'arrêt de cassation, et pour qu'il puisse être dans les délais de la décision définitive, puisque la première décision en vertu de laquelle il a pris la définitive a été cassée, donc il a disparu. Donc il faut recommencer. S'il ne recommence pas et s'il se satisfait de la première inscription définitive, je pense qu'au moment de la distribution, on pourra lui opposer que cette conversion n'a pas été faite. Oui, Ouais, mais je suis si, d'accord. si tu as, Et si tu entre-temps, as il un a SPF intérêt à aussi, surveiller le délai de la provisoire et la renouveler s'il Ah le souhaite. oui. Et Mais Mais oui, c'est la sous-question, pardon. Je pense que Frédéric Kieffer n'a répondu qu'à moi, mais il avait une sous-interrogation qui était la suivante. Peut-on renouveler une provisoire devenue définitive? quand elle est définitive, on la renouvelle plus, par hypothèse. si, tous les 10 ans. Tous les Oh, 10 ans. pardon, Non, mais- Tous les j'oubliais 10 le ans. On ne délai de parle 10 pas ans. de la définitive, Jean-Michel. C'est mais la question, la sous-question de Frédéric, mais qu'il n'a pas posée à tout le monde, c'était peut-on renouveler une hypothèque provisoire qui est devenue définitive? Puisque la décision qui casse, Anne-Isabelle, oui, ta provisoire n'est plus devenue définitive par la Voilà. décision qui a cassé. Elle Voilà. redevient provisoire. Donc il Sauf faut la qu'entre-temps, on ne renouveler. savait pas. Oui, Bon. mais pendant toute cette procédure, elle a pas, comme ça ne dure que 3 ans, une provisoire, elle devient définitive, mais elle n'a pas été renouvelée en tant que provisoire puisqu'elle est devenue définitive. Si la définitive est considérée comme non valable parce que la condamnation n'existe plus, sauf pour une somme inférieure, je pense qu'on est à risque de tout perdre. Alors après, ça Absolument. dépend aussi, si on casse un arrêt d'appel qui condamne, il faut aussi savoir quel est le jugement en première instance, avant même l'arrêt de renvoi. Parce qu'à ce moment-là, on est dans les stades, admettons que la cour de renvoi ne soit pas saisie dans les délais. On revient au jugement en première instance. Alors quel est-il? Est-ce qu'il est débouté de la demande en paiement, auquel cas il n'y a plus d'hypothèque du tout, ou est-ce qu'il est condamné, auquel cas il reste valable comme titre de condamnation pour prendre la définitive? Et visiblement, on n'a pas d'arrêt de la Cour là-dessus, sur cette question très Et j'ai intéressante rien et qui se trouvé pose là-dessus. régulièrement. Rien trouvé là-dessus. Ouais. Aucun Et commentaire. on peut peut-être jouer sur le fait que tant que l'hypothèque définitive n'est pas contestée, ben, elle reste valable. À charge pour le débiteur de la contester, on pourra lui opposer le défaut d'intérêt à agir si, effectivement, on a obtenu par ailleurs la confirmation de la condamnation. Bon, on attend l'article de Frédéric là-dessus. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir par Il peut pas rapport parler parce qu'il a mal de gorge, donc il écrit. Euh, Alain, Oui. s'il y a un arrêt qui casse, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que le délai pour renouveler la provisoire reprend au moment de la cassation de l'arrêt, puisqu'auparavant, il ne peut pas renouveler la provisoire puisqu'il est en vertu d'une définitive. Jusqu'à la cassation, il ne peut rien faire. Tu Donc as le un délai, texte qui prévoit, Vincent, tout ce que tu vas faire, de toute façon, sera soumis à critique, hein. Quelle que soit la solution que tu choisis, elle ne sera pas bonne, il n'y a pas de texte.
Oui, Donc, c'est Oui, mais l'appréciation ça, de la... c'est la meilleure logique. Moi, je suis. Bah, moi, non. Parce que tu peux pas savoir avant. Donc, mais nous, on ne peut pas. On ne peut pas. Ce n'est euh, pas de ne pas savoir, c'est Nul n'est qu'on ne censé peut ignorer la pas. loi, Céline. non, mais Tu tu devais peux pas savoir que la deviner cassation était si ton inévitable. arrêt va casser ou pas. Donc, Mais Attendez, il si, faut tu dois le bien avoir savoir. un point de départ. Non, Mais mais c'est même pas tu prends pas ça. le risque pour sauver ta créance éventuelle, tu prends pas le risque. Voilà. Non, mais le sujet, c'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas renouveler la provisoire tant qu'il n'y a pas un arrêt de cassation qui vienne casser l'arrêt. On ne peut pas la renouveler. Même si on voudrait anticiper, on n'est pas en mesure de la renouveler. Donc, cela veut bien dire que je pense que le délai pour renouveler la provisoire recommence à courir au jour de l'arrêt de cassation. Et que là, à ce moment-là, il faut renouveler la provisoire pour que, en vertu ensuite de l'arrêt de renvoi, on puisse de nouveau la retransformer en définitive. alors, Euh, je- exprimé comme ça, je suis d'accord. Parce que Oui, j'ai mais là, je entendu- suis pas d'accord, moi, parce que comment veux-tu faire une définitive sur une définitive? Le SPF va te dire, j'ai déjà une définitive, je Elle fais est un pas. refus de la Non, seconde. non, parce que tu vas lui produire en même Mais- temps l'arrêt de mais- cassation mais et l'arrêt de la cour d'appel de renvoi. absolument, tu inscris en vertu des deux même, à la limite. Après, Vincent, j'ai une réserve. Si jamais tu as ton pourvoi qui dure de telle sorte que. euh, Mais le délai ne court pas pendant le pourvoi. Ouais, bah oui, je dis le pourquoi. Mon avis, c'est que pendant le pourvoi, le délai ne court pas. Alors, Mais est-ce que le SPF, la question posée par Frédéric, la, Frédéric dit que la provisoire peut être renouvelée. Est-ce que le SPF acceptera de renouveler le provisoire alors qu'il y a eu la définitive? Je ne suis pas certain. Mais Le bah non. SPF, il se pose est-ce pas la que question. le texte lui empêche? Le SPF, il ne se pose pas la question. Il ne Il posera pas de reçoit, question. il reçoit un renouvellement d'une provisoire, il dit merci monsieur, ça coûte tant, et il prend acte, Et c'est tout. Exactement. donc, C'est ce si qu'écrit on Frédéric prend, Kiefer également, hein. si Je on fais prend, sa voix. si on prend en parallèle les choses, un arrêt, un arrêt doit être signifié pour purger le pourvoi. Le délai de pourvoi ne peut-il pas être comparé au délai pour prendre la définitive? Donc, c'est un pourvoi, on prend la définitive et on renouvelle la provisoire. Parce que si l'arrêt, le pourvoi est rejeté, il fallait donc bien prendre la définitive dans les 2 mois de l'arrêt. Et par contre, si la Cour de cassation casse et renvoie à une autre juridiction, il faut attendre le nouvel arrêt d'appel pour savoir qu'il va décider. Et en attendant, on aura renouvelé la provisoire. Il suffit de payer, comme dit Jean-Michel. Non, mais Alain, si après l'arrêt, tu ne fais que de prendre la définitive, tu t'en tiens à ça. Et s'il y a un pourvoi, tu laisses le temps du pourvoi se passer jusqu'à la décision de cassation. Tu ne fais rien d'autre. Tu t'en tiens à la définitive. Tu vas pas en même temps prendre la définitive et puis dire, en cas de cassation, je renouvelle une provisoire. Non, mais Pourquoi? qui d'entre nous a fait ça? Non, on s'en tient à la définitive et c'est simplement s'il y a cassation que là, au regard de la disparition de l'arrêt qui a Oui. fondé la définitive. L'arrêt initial disparaît, donc le délai n'a pas couru. Voilà, c'est ça. Rétroactivement, le délai n'a pas couru, donc on peut, à partir du nouvel arrêt, prendre la définitive s'il y a Non, lieu. non, ça, je suis pas très convaincu. On donne de l'effet à une déclaration de pourvoi en cassation ou un arrêt de cour de cassation. Je suis pas très convaincu que ça puisse fonctionner sur la durée de vie d'une hypothèque provisoire. Mais bon, je pense qu'on va devoir arrêter, si vous le permettez, parce que on prouve que, comme toujours entre juristes, on a toujours de quoi exposer des positions différentes, même dans des éléments, dans Une autre question, est-ce des qu'il y a une éléments question techniques importante, Michel, aussi. avant de finir? il y avait effectivement d'autres questions. Ah, j'en ai pas vu derrière, mais Ah, si, Alors si, moi, si. je propose qu'elle soit envoyée par écrit et qu'on réponde, enfin, je tâcherai avec ceux qui sont volontaires et qu'on désigne d'office de répondre. Parce que là, effectivement, on déborde un peu du temps qui nous est imparti. ok. Je voudrais d'abord remercier Alain Provençal qui a fait ce travail. Je voudrais remercier également notre assistante Cyrielle qui a mis
en œuvre son PowerPoint. Je voudrais vous remercier tous de vos participations comme d'habitude. Je vous indique et je vous rappelle qu'il y a un colloque organisé par notre association le 15 décembre à la Maison du Barreau sur les exceptions de procédure, je schématise, pièges ou vertus, et je pense qu'il y aura beaucoup de beaux échanges à nouveau sur cet éminent sujet. Donc, qui dit colloque dit pas d'atelier en décembre. Pour les ateliers, nous nous retrouverons au mois de janvier, le 16 janvier précisément, puis le 22 février. Pour le 16 janvier, le programme n'est pas définitivement arrêté, je n'en parle pas trop. Pour le 20 février, nous aurons, grâce à Charles Simon, notre administrateur, une intervention des greffiers de commerce sur le tribunal digital. Les messieurs du commerce avancent franchement dans le zéro papier prôné par notre ministre, comme nous y réfléchissons aussi dans notre domaine. Nous aurons donc cette conférence, cet atelier le 20 février. Enfin, nous organisons également avec l'association Droit et Procédure, association parisienne que certains d'entre vous connaissent, pour le courant du mois de janvier, une conférence avec Infogreffe et les nouvelles fonctionnalités de ce service du tribunal de commerce. Voilà, merci à tous pour vos participations. On va réunir les messages et les dernières questions et on fera ensuite à tous ceux qui ont bien voulu s'inscrire un mail de réponse pour compléter ce qui a été dit ce soir. Merci encore à Alain, heureux de vous avoir tous vus. Merci à vous et merci de votre écoute et des questions. Et à bientôt. Merci Cyrielle. Si. Merci, Monsieur Provençal. Bonsoir. Je lui ai fait travailler la peau. Merci Alain. Il y a un confrère qui a répondu sur cette situation et qui a déjà renouvelé des provisoires dans cette circonstance. Ben voyons. J'ai la réponse là, sur le chat. J'allais dire bien sûr. Mais pourquoi pas? Bon. De toute façon, tant qu'on le paye, le chef de service, il aime bien. Bon, et je ne vous conseille pas de le tenter quand même. Sans savoir. Alors, au revoir tout le monde. Ça y est. Michel, tu récoltes la série des questions? Je vais l'exporter. Je vais exporter le chat. Ok, merci Pas Cyrielle. de souci. Je vous le mets sur Slack et par mail. À plus tard. Je vous rappelle Merci, Cyrielle. qu'on a du travail avec l'Assemblée générale et notre prochain conseil d'administration. Oui. Ouais. Il y a des choses qui sont presque prêtes déjà. Ok, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Jean-Michel, Oui, quand c'est que je peux t'appeler? demain, sans problème. Je suis au cabinet toute la journée. Ça m'arrive de temps en temps encore. Eh ben, Lionel, je t'aperçois, je te salue, j'en profite. Je ne sais pas si tu m'entends. Non, tu as coupé ton son. Mais c'est pas grave. Tu peux m'appeler demain, Alain. D'accord, merci beaucoup. Pas de problème. Dans l'après-midi alors, parce que le matin, je suis on me fait une Alors, infiltration. demain après-midi, je suis au cabinet aussi, mais tu m'appelles sur mon portable de toute façon. Hein. De toute façon. Ok, tu embrasses Agnès. Au Et au revoir. revoir Françoise, à bientôt. Au revoir Salut. Cyril, encore. Au Merci revoir. à tous vos enfants. Au revoir. Alors, par contre, je ne sais plus comment on quitte tout ça, moi. Je vais quitter pour tout le monde. Ah bon. Merci Cyrielle. Et Au bravo revoir, bonne soirée. pour le partage, c'était efficace. Bravo. Ah, merci, vous avez été efficace, réactif. Ah oui, j'essaye de comprendre. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée.